Nous sommes de retour sur le plateau de Téléfinance et nous nous apprêtons à être en duplex avec Éric Galliègue. Et Éric, je vous le rappelle, qui est président de Valcon Expertise. Juste avant de vous entendre, Éric, je vous rappelle que le CAC 40 prend 0,57% et qu'il se situe actuellement à 6579 points. Bonjour Éric, comment allez-vous ? Bonjour, ça va bien, merci. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle donc que vous êtes président de Valcon Expertise et que toutes les semaines, vous nous dressez un bilan de la semaine écoulée, un bilan macro, micro et géopolitique. Dans cette optique, Éric, quel est votre bilan justement de la semaine écoulée ? Le bilan de la semaine est légèrement négatif à nouveau, donc les actions continuent à se stabiliser, voire à baisser un petit peu dans une volatilité qui reste quand même assez importante. La baisse a été un peu plus marquée sur les actions américaines, puisqu'on est autour de 3% de baisse cette semaine, contre 1,5% seulement pour les actions françaises et européennes. Donc l'euro a continué de baisser, puisqu'il a perdu 0,6%. Il a été en dessous de 1,09 récemment, et ce matin, il est un petit peu au-dessus, donc de 1,09 $ pour 1 euro. Okay, merci beaucoup pour ce rapide point de situation. On commence le commentaire de l'actualité, vos commentaires de l'actualité par l'inflation américaine qui a atteint 8,5% sur un an, mais on note que l'indice core, donc dépouillé des prix de l'énergie et de l'alimentation, eh bien ralentit à 0,3% contre 0,5% le mois précédent. Toujours sur cette thématique de l'inflation, on a les prix à la production qui ont explosé, qui atteignent 11,2% sur un an. Quelle est votre analyse de ce schéma, Éric ? Eh bien, naturellement, une inflation à 8,5%, donc au plus haut depuis plus de 40 ans aux États-Unis, est une mauvaise nouvelle. L'inflation hors énergie et alimentation a touché 6,5%. C'est un chiffre considérable. Alors, effectivement, il était 0,1% en dessous des anticipations du consensus, et la variation donc, de ce Core Inflation Index a été de 0,3% sur un mois seulement, et c'est pour cela donc que les investisseurs ont considéré que c'était plutôt une bonne nouvelle, en ce sens qu'on est probablement et effectivement en train d'atteindre le pic d'inflation. Le problème, c'est que l'inflation, elle est bien payée par quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est le ménage américain, et donc le problème, c'est que depuis, sur très longue période, le pic d'inflation précède de 6 mois les récessions, c'est-à-dire qu'on a un environnement qui est probablement pré-récessif aux États-Unis. C'est pour cela que l'inflation, même si elle devait atteindre son pic, ce qui est le cas, ce qui est normal, l'inflation est une mauvaise nouvelle. C'est pour cela que nous avons donc noté cette actualité négativement cette semaine. Ok, très clair, merci Eric. On bascule, on vous entend maintenant sur le ZOO, l'indice allemand qui a enregistré une nouvelle baisse en avril, chutant de 1,7 points pour atteindre moins 41. Alors, moins 41, dans l'absolu, c'est pas forcément une bonne nouvelle, on voit bien sur le graphique, il y a une chute de la psychologie des investisseurs allemands, puisque l'indice ZOO est un indicateur plutôt financier, de psychologie donc des marchés en Europe et notamment en Allemagne. Simplement, cet indice était finalement moins bas que ce qui était anticipé. Et c'est vrai que les marchés, ils évoluent surtout en fonction des écarts aux anticipations. C'est pour cela qu'on a considéré que cette actualité était plutôt positive. On se retrouve finalement avec une psychologie des investisseurs et des marchés d'une façon générale qui demeure finalement positive, voire correcte par rapport à la dégradation de la situation réelle qui est patente. Donc voilà, plutôt par comparaison avec ce qui était anticipé, plutôt une bonne nouvelle. Mais alors Éric, je vous pose une question, est-ce qu'ils ont de l'intérêt ces indicateurs si, comme vous le dites, ils sont déconnectés de l'économie réelle finalement, de la situation réelle ? Alors ils sont déconnectés du monde réel, je prends l'image d'une sorte de métavers financier qui expliquerait pourquoi on a un optimisme aussi permanent sur les marchés. Ils sont déconnectés et le marché en tant que tel a sa propre vie. Mais c'est vrai qu'à un moment ou à un autre, il va bien falloir qu'il retrouve la réalité du monde, puisque jusqu'à preuve du contraire, les marchés sont quand même en liaison avec le monde réel. Donc oui, ils sont déconnectés, ces marchés. Il faut faire avec. C'est pour ça que les cours sont aussi élevés, finalement, par rapport à la dégradation du monde réel.
mais un jour ou l'autre, et je pense qu'ils vont donc revenir à cette dure réalité. Ok, on verra ça dans vos recommandations d'investissement en toute fin d'intervention. On va aborder maintenant le thème de la banque, des publications d'entreprises et des bancaires aux États-Unis. JP Morgan qui a publié son T1 2022 et qui est en demi-teinte finalement. Alors oui, une demi-teinte, c'est le moins qu'on puisse dire, moins 42% sur les bénéfices net bottom line par rapport au premier trimestre 2021. C'est une baisse importante, on le voit sur le graphique, le cours de cette action a beaucoup baissé, alors que les bénéfices avaient déjà été révisés en baisse pour 2021 et 2022. Donc on a effectivement un premier trimestre qui est en baisse de 42%, qui aussi est inférieur aux attentes du consensus. Ce que je disais à l'instant sur le zoo, sur l'un des zoos allemands, on peut aussi évidemment faire la même chose sur les anticipations et les réalisations de bénéfices d'entreprise, qui est un paramètre extrêmement important pour les actions. Donc ça montre qu'aux États-Unis, effectivement, les banques sont d'ailleurs touchées directement par la crise ukrainienne. En l'occurrence, JP Morgan Chase a subi donc une perte, un impact négatif estimé à 524 millions de dollars au premier trimestre 2022, en raison donc des implications des sanctions russes. Ok, on reste dans la microéconomie, la publication des T1 2022. On va aborder le secteur du luxe avec LVMH. Alors LVMH a publié de très bons résultats, chiffre d'affaires en croissance. Ceci étant, on remarque que dans une de ces zones privilégiées qu'est l'Asie, eh bien, la croissance n'est pas aussi importante qu'on l'espérait du fait des confinements en Chine. Du coup, eh bien, les bureaux d'analyse sont en ordre dispersé, je dirais. C'est-à-dire que certains abaissent leurs prévisions de résultats et donc leur valorisation, quand d'autres rehaussent leur objectif de cours. Comment est-ce que vous percevez cette information, cette publication? Comment vous l'analysez, Eric? Alors, moi, j'ai donné une note positive parce que, franchement, réaliser un chiffre d'affaires en progression de 29% du premier trimestre 22 par rapport au premier trimestre 21, c'est quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire. Alors, dans ces 29%, il y a 6% d'effet de change. Ça montre que la baisse de l'euro, c'est une bonne nouvelle pour les entreprises qui exportent. Donc, en termes d'analyse des comptes, c'est bien sûr très positif pour LVMH et toutes choses égales par ailleurs. Et donc, 23% en croissance organique, volume et prix. Donc, 23%, c'est un chiffre qui nous a semblé très, très positif. Alors après, c'est vrai que LVMH elle-même, la société, a un petit peu été prudente en disant bon, finalement il se passe quand même des choses en Chine. Les confinements touchent 400 millions de personnes actuellement. En une semaine, il y a eu un doublement de ces villes confinées, un doublement de l'impact potentiel. On voit qu'en Chine, il y a économiquement des impacts très négatifs de ces confinements parce que on le sait très bien, la stratégie zéro Covid, c'est zéro croissance quelque part. Donc on ferme complètement les entreprises. Il y a déjà une chute de 25% des indicateurs du transport par camion sur le début du mois d'avril. Donc c'est des indicateurs à très très court terme qui se dégradent fortement. Donc c'est une mauvaise nouvelle d'ailleurs pour l'ensemble du scénario de marché, pour la conjoncture mondiale. Si jamais la Chine s'entêtait en quelque sorte dans cette je dirais, échec de la gestion sanitaire. Donc c'est vrai que c'est une mauvaise nouvelle globalement. On ne l'a pas évoqué cette semaine, ce sera peut-être pour la semaine prochaine, mais globalement, pour l'instant, on a surtout retenu la performance de LVMH qui est quand même remarquable, même si la société est plus prudente, à nouveau en fonction donc, de ce qui se passe en Asie et notamment en Chine, qui reste un pays très important donc, pour LVMH. Mais en tout cas, bravo pour ce chiffre d'affaires à plus de 29%. Ok, qu'on explique, c'est quoi? C'est le pricing power. On a tous ce terme en tête. Le pricing power, c'est la possibilité d'augmenter ses prix un peu comme on le souhaite sans impacter les volumes de vente, en fait. Ce qui semblait... Oui, probablement, pricing power, société remarquablement gérée, l'image de la France dans le monde. Il y a encore, je dirais, au premier trimestre 22, 2 mois de croissance qui était correcte avant l'impact de l'Ukraine qui a été pour l'instant concentré au mois de mars. Donc ça, c'est des données de très court terme. Donc il y a encore, puis il y a une inertie importante qu'on voit bien partout. Donc voilà, ces 29% m'ont surpris. Effectivement, c'est quand même un chiffre phénoménal, 29%. À nouveau, il y a quand même un bon quart ou un quart, oui, d'effet de change, ce qui montre que l'euro, la baisse de l'euro a des côtés positifs. Ok, super. Merci beaucoup, Eric, pour cette explication, cette analyse de l'actualité de cette semaine. Dans cet environnement, quelle est votre synthèse de la semaine, Eric ?
La synthèse est neutre, c'est-à-dire qu'on considère que, effectivement, entre, je dirais, l'inflation stupéfiante à 8,5% aux États-Unis. Il faut rappeler qu'on est 7,5% en Europe aussi, donc c'est une inflation très élevée qui est forcément négative. Les déceptions sur les comptes de JP Morgan et en creux l'impact négatif des sanctions en fait sur la Russie a été compensé donc par un indice ZOO un peu meilleur que prévu, c'est-à-dire que on aurait pu imaginer que le moral, en quelque sorte, des investisseurs soit plus atteint. Il l'est relativement peu, en tout cas moins que ce qui était anticipé. Et puis les ventes d'LVMH qui sont quand même très très positives. Donc une actualité neutre cette semaine. Ok, et donc dans cette actualité neutre, vos recommandations d'investissement ont-elles changé par rapport à la semaine dernière ? Non, parce que la bourse reste étonnamment résiliente. On peut toujours l'expliquer, de mon point de vue. Il y a une inertie importante, il y a des éléments qui peuvent, je dirais, expliquer ça, mais globalement, on est toujours dans une conjonction de paramètres ou d'évolutions qui sont particulièrement négatifs pour les actions, tant du côté de la sphère réelle que de la sphère financière. Et donc, nous considérons comme très probable une correction donc, de marché imminente, donc dans les toutes prochaines semaines, probablement au mois de mai, comme d'habitude en quelque sorte, et donc une baisse donc, de 5 à 10% minimum dans les prochaines semaines. C'est pour ça que nous sommes plus que jamais extrêmement prudents sur les actions. D'accord, donc je note que donc d'ici mai, donc c'est début mai ou fin mai ? La correction de 5 à 10%. Je ne vais pas vous donner la date et l'heure, s'il vous plaît. Mais je pense que dans les semaines qui viennent, dans les 5 semaines qui viennent. Super. Super, merci beaucoup Eric pour vos éclairages, je vous remercie beaucoup pour d'être avec nous donc toutes les semaines. Je rappelle que vous êtes président de Valcan Expertise et que votre point stratégique se commente de façon hebdomadaire sur la chaîne TV Finance. Avant d'accueillir notre invité pour notre interview écho, on va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite sur TV Finance.